Le 13 février 1981, le ciel au-dessus de la vallée de Bikar est d'un bleu vif et perçant, une sorte de vide sans couleur qui n'existe qu'à la limite même de l'espace. À 65 000 pieds, l'air est si raréfié qu'il est techniquement incapable de soutenir la vie humaine sans combinaison pressurisée qui ressemble plus à un équipement d'astronaute qu'à des uniformes de pilote. Ici, la courbure de la Terre est visible. Ici, le monde est silencieux. Pour l'armée de l'air syrienne, opérant sous le TIG, cette altitude n'est pas seulement un avantage tactique, c'est un sanctuaire, c'est une forteresse construite par la physique pure. À l'intérieur du cockpit de l'avion MiG-25, le pilote ressent une vibration qui est moins une secousse mécanique qu'un profond bourdonnement résonnant de puissance brute. Il est attaché au Foxbat. À l'ouest, il l'appelle un monstre. Pour les soviétiques, c'est le summum de l'ingénierie aéronautique. Une force brute répondant à la question de la domination aérienne. C'est une machine faite d'acier inoxydable et de titane, construite autour de deux énormes moteurs Tamansky qui aspirent le carburant à un rythme qui viderait une piscine en quelques minutes. Elle n'est pas conçue pour tourner, elle n'est pas conçue pour danser, elle est conçue pour courir. Et pendant près d'une décennie, rien n'a réussi à la rattraper. Au sol, profondément à l'intérieur d'un bunker renforcé creusé dans les collines syriennes, l'air est chargé de fumée de cigarettes et du murmure bas en russe et en arabe. Les écrans radars brillent du balayage rythmique d'une lumière verte. Le colonel soviétique Valéry et son équipe de conseillers techniques se tiennent derrière les opérateurs radars syriens, les bras croisés, l'air ennuyé. Ils ont vu cette sortie une douzaine de fois auparavant. C'est une mission de harcèlement de routine. La tactique est simple, brutale et pratiquement inexorable. L'avion syrien MiG-25 accélère jusqu'à la vitesse 2,5, traverse la frontière dans l'espace aérien israélien, déclenche toutes les alarmes de Tel Aviv à Haïfa, puis avant que la défense israélienne ne puisse lancer leurs intercepteurs, le Foxbat fait demi-tour et brûle le retour en sécurité. C'est un jeu de chat où un joueur est plus rapide qu'une balle. Cible à l'altitude, vitesse 2,3, rapporte un opérateur syrien d'une voix stable. Le conseiller soviétique hoche la tête. Il regarde sa montre. Les Israéliens vont décoller, dit-il avec une confiance méprisante. Qu'ils brûlent leur carburant, ils ne peuvent pas l'atteindre. Sur l'écran radar principal, le point représentant le MiG-25 se déplace à une vitesse terrifiante. C'est un fantôme, un spectre qui apparaît, terrorise, puis disparaît. Bien en dessous, à 20 000 pieds, le radar capte la réponse. Deux chasseurs F-15 israéliens apparaissent dans la brume. Le F-15 Eagle est une machine redoutable, la fierté américaine. Mais les lois de la physique sont absolues. Pour attraper une cible à la vitesse de Mach 2,5 à 60 000 pieds, il faut être au-dessus ou plus rapide. L'aigle n'est ni l'un ni l'autre. Le colonel soviétique observe la géométrie de l'engagement à l'écran. Il voit les chasseurs F-15 grimper. Il ricane. C'est un geste futile, une tentative désespérée de saisir le ciel. Ils essaient de le rattraper, murmure le conseiller à son collègue. Gâchis de missiles. Là-haut, dans la stratosphère, le pilote syrien voit le voyant d'alerte. Son récepteur d'alerte radar émet un bip intermittent paresseux, indiquant qu'un radar de recherche le cible. Il regarde en bas. Il ne voit pas les chasseurs F-15. Ils sont de simples points contre la tapisserie brune et verte des montagnes du Liban, à des kilomètres en dessous. Il se sent invincible. Il pousse les manettes des gaz en avant. Les postes combustion s'enflamment, injectant du carburant brut dans le flux d'échappement. Le MiG-25 tremble en franchissant une nouvelle fois le mur du son, accélérant vers la marque 2,8. Il dépasse le son de ses propres moteurs. Mais alors, le son dans son casque change. Ce n'est pas un cri aigu frénétique de verrouillage. Immédiatement, il passe à un ton continu, dur, qui implique un verrouillage. Mais la géométrie est fausse. L'écran radar dans le bunker montre que les chasseurs F-15 sont encore à des milliers de pieds en dessous, montant raide, leur énergie s'épuisant rapidement. Selon tous les calculs soviétiques, testés et vérifiés dans les souffleries de Moscou, les missiles américains Sparrow ne peuvent pas atteindre cette altitude avec assez d'énergie cinétique pour manœuvrer. S'ils tirent, les missiles s'épuiseront et tomberont innocemment à terre comme des pierres. « Ils tirent !» crie l'opérateur radar, la voix confuse et altérée. Le conseiller soviétique se penche, fronçant les sourcils. À cet angle, impossible. C'est une tactique d'intimidation.
Dites aux pilotes de maintenir le cap. Ne tournez pas, vous perdrez de la vitesse. L'ordre est donné, maintenez le cap, ignorez le lancement, ils sont hors de portée. Le pilote syrien tient fermement le manche, il fait confiance à la voix dans son oreille, il fait confiance à la technologie soviétique, il fait confiance au calcul. Il observe l'horizon, attendant de faire demi-tour, se moquant des efforts vains des sionistes en dessous. Puis le ciel se déchire, il n'y a aucun avertissement, aucune trace visuelle d'une traînée de missiles, juste une violente et catastrophique détonation qui déchire la peau en titane de l'aile droite. Le MiG-25, voyageant à près de 3 fois la vitesse du son, se désintègre instantanément en chaos aérodynamique. Le cockpit tourne violemment, les forces G projettent le pilote contre la verrière, sa vision s'assombrit instantanément. La forteresse invincible d'acier plie sous l'impact d'une ogive qui, selon toutes les règles du manuel soviétique, n'aurait pas dû être là. Dans le bunker, le point vert sur l'écran radar ne tourne ni ne ralentit. Il s'épanouit simplement en un nuage chaotique de statique, puis disparaît. Le rythme du balayage radar continue. Un balayage, 2 balayages, rien. Le silence descend sur la salle de commandement. Il est absolu et lourd. La fumée de cigarettes semble suspendue dans l'air. L'opérateur syrien tapote l'écran comme pour vérifier un dysfonctionnement. Il lève les yeux vers le conseiller soviétique, ses yeux largement ouverts par une peur primitive. « Contact perdu », murmure-t-il. Cible disparue. Le colonel soviétique fixe l'espace vide sur l'écran où la fierté de l'aviation soviétique volait jusque-là. Son esprit cherche les possibles explications. Explosion moteur ? Défaillance structurelle ? Collision avec une météorite ? Ce ne pouvaient pas être les Israéliens. Ce ne pouvaient pas être les chasseurs F-15. Ils étaient trop bas. Ils étaient trop lents. « Donnez-moi les données de suivi », ordonne le colonel d'une voix légèrement cassée. Y avait-il une panne mécanique ? Monsieur, balbutie l'opérateur en remontant la bande. Le verrouillage radar américain était solide, et la vitesse du missile, ça n'a pas de sens. Ce fut le moment où la guerre froide bascula, même si personne à Washington ou à Moscou ne le savait encore. Ce fut le moment où le fantôme fut abattu. Si vous appréciez cette plongée approfondie dans l'histoire cachée de la guerre froide, assurez-vous de vous abonner à Cold War Impact. Nous dévoilons les histoires que les livres d'histoire ont manquées. La confusion dans le bunker ne concerne pas seulement la perte d'un pilote ou d'un avion. Il s'agit de la perte d'une certitude. Pendant 20 ans, l'Union soviétique avait construit toute sa doctrine de défense aérienne autour de la vitesse et de l'altitude. Ils croyaient que si vous voliez assez haut et assez vite, vous étiez en sécurité. Ils avaient construit le MiG-25 spécifiquement pour contrer la menace américaine, créant une machine qui terrifiait l'Occident. Mais ce matin de février, cette certitude s'évapora dans un nuage de carburant en feu au-dessus des montagnes du Liban. Les conseillers soviétiques se mirent immédiatement à verrouiller l'information. Cela ne pouvait pas sortir. Si les Syriens croyaient que le MiG-25 était vulnérable, le moral s'effondrerait. Si les Américains savaient qu'ils avaient réussi, ils seraient encouragés. Insiste le colonel, faisant les 100 pas dans la petite pièce. Il commence à construire un récit d'erreur du pilote. Il blâme l'entraînement syrien, il blâme les équipes de maintenance, il blâme tout sauf la réalité impossible sous leurs yeux. Que les Américains avaient trouvé un moyen d'atteindre et de toucher le bord de l'espace. Mais au fil des jours, les données commencèrent à raconter une histoire plus sombre. Les bandes radars de l'engagement furent transportées à Moscou sous garde armée. Les analystes du bureau de conception examinèrent les signatures électroniques granulaires. Ils observèrent la trajectoire des chasseurs F-15 israéliens. Ils étudièrent la trajectoire du missile. Les calculs ne collaient pas. L'avion F-15 avait tiré le missile d'un angle vers le haut qui aurait dû perturber son propre radar. Le désordre au sol, les interférences des montagnes en dessous, auraient dû aveugler la recherche du missile. Le MiG-25 volait contre le ciel bleu, une cible parfaite visuellement, mais électroniquement, le bruit de fond de la Terre aurait dû le cacher à un radar regardant vers le haut, à un angle aussi raide. De plus, le missile lui-même, le AI-7 Farad Sparrow, était connu des soviétiques. Ils avaient volé les plans des années auparavant. Ils connaissaient sa durée de combustion, ils connaissaient sa portée. Selon la distance et la différence d'altitude, le missile aurait dû manquer de carburant à mi-chemin de la cible. Il aurait dû être une fléchette balistique. Au lieu de cela,
Il avait suivi avec une précision létale. C'est un missile fantôme, écrivit un analyste à Moscou dans un rapport classifié, ou alors les Américains ont changé les lois de la physique. La paranoïa s'installe. Les Américains ont-ils développé un nouveau propulseur? Le F-15 était-il équipé d'un laser? Y avait-il un drone secret invisible guidant le missile? Le renseignement militaire soviétique, le GRU, fut chargé de trouver la réponse. Il devait savoir ce qui avait tué le Foxbat. Parce que si le Foxbat était vulnérable, alors le MiG-31 l'était aussi. Si le MiG-31 l'était, alors toute la frontière nord de l'Union soviétique, la vaste frontière gelée gardée uniquement par ses intercepteurs à grande vitesse, était grande ouverte. Les bombardiers américains B-52 et les nouveaux bombardiers B-1 pouvaient simplement survoler les défenses soviétiques. Les enjeux étaient existentiels. La perte de ce seul MiG-25 dans la vallée de Beka n'était pas un simple escarmouche tactique. C'était une catastrophe stratégique. Elle signifiait que le fossé technologique que les Soviétiques croyaient en train de combler s'était soudainement transformé en un abîme. En Syrie, les pilotes étaient effrayés. Ils regardaient le MiG-25 posé sur le tarmac, la chaleur scintillant sur ses énormes moteurs, et ils ne voyaient plus une forteresse, ils voyaient un cercueil. « Il nous voit », murmura un major syrien au conseiller soviétique une semaine plus tard. « Nous sommes à 60 000 pieds et ils verrouillent. Comment? Comment font-ils cela ?» Le conseiller n'avait pas de réponse. Il ne pouvait que leur ordonner de voler plus haut, plus vite, ordonna-t-il. Mais le doute avait pris racine et le mystère s'approfondissait. Des rapports commencèrent à arriver d'autres secteurs. Des interférences électroniques étranges. Des écrans radars devenant aveugles pendant des secondes. La sensation que les Israéliens savaient exactement quand les Syriens décollaient, où ils allaient et comment les affronter. On avait l'impression que les Américains lisaient leurs pensées, ou pire, leurs ordinateurs. Les Soviétiques commencèrent à soupçonner une taupe. Ils démantelèrent la structure de commandement syrienne à la recherche d'espions. Ils interrogèrent les équipes de maintenance. Ils changeaient les codes de cryptage quotidiennement, mais les incidents du fantôme continuaient. Les chasseurs F-15 étaient toujours là, attendant, comme s'ils connaissaient déjà le scénario du combat. L'incident du 13 février n'était que le coup d'envoi d'un massacre qui allait réécrire l'histoire de la guerre aérienne. Mais pour l'instant, dans l'immédiat après-coup, il n'y avait que le choc dur et froid de l'impossible. Un MiG-25, l'avion de combat opérationnel le plus rapide sur Terre, avait été frappé du ciel comme une mouche, et les Soviétiques n'avaient absolument aucune idée de comment cela avait pu arriver. L'épave du MiG-25 était éparpillée sur une large zone des montagnes de l'Anti-Liban, un confetti tordu de titane brûlé et d'électronique calcinée. Pour les équipes de récupération syriennes, atteindre le site était dangereux. Pour les équipes techniques soviétiques, c'était impératif. Ils avaient besoin des boîtes noires, les enregistreurs de données de vol qui pouvaient expliquer l'inexplicable. Mais même avant que les pièces physiques soient rassemblées, l'autopsie électronique avait commencé dans une pièce sans fenêtre à Moscou. La direction principale du renseignement, le GRU, prit le contrôle de l'enquête. L'ambiance n'était pas de la curiosité scientifique, c'était de la panique défensive. Le réseau de défense aérienne soviétique, le bouclier de la patrie, était intégré avec la même technologie utilisée dans ce MiG-25. Si les Israéliens pouvaient le contourner, l'OTAN le pouvait aussi. Le général Arkardi, analyste principal des systèmes de défense aérienne soviétiques, regardait la sortie télémétrique étalée sur une longue table en chêne. La pièce sentait le café rassis et la peur. « Regardez ici le pic d'énergie », indiqua Hardy en pointant d'un doigt épais une ligne dentelée sur le graphique. La technologie radar des années 80 reposait sur l'effet Doppler. Pour voir une cible, le radar avait besoin que la cible bouge par rapport à l'arrière-plan. Si un avion vole perpendiculairement au radar, une manœuvre connue sous le nom de « il disparaît effectivement de l'écran » se fondant dans le bruit des montagnes. C'était une manœuvre défensive soviétique standard. Le pilote syrien l'avait effectuée. Il aurait dû être invisible. Le radar américain sur les F-15 est l'APG-63. Un ingénieur plus jeune prit la parole, la voix tremblante. S'énerva Hardy, ou le manuel est un mensonge. L'enquête se scinda rapidement en 3 théories rivales, chacune plus terrifiante que la précédente. La première théorie était le supermissile. Le bureau de conception responsable des missiles RR soviétiques
suggéra que les Américains avaient développé une arme avec un chercheur radar actif d'une puissance sans précédent, compacté dans le nez d'un missile. Si c'était vrai, chaque avion soviétique était obsolète. Cela signifiait qu'un pilote n'avait pas besoin de guider le missile. Il pouvait simplement tirer et se détourner. Le cauchemar, fire and forget. La deuxième théorie était l'avion fantôme. Des observateurs au sol syrien mentionnèrent ne voir que les chasseurs F-15, mais le groupe commença à suspecter que les F-15 étaient juste un appât. Peut-être, théorisèrent-ils, les Américains testaient un nouvel avion invisible, un assassin furtif qui planait haut au-dessus, invisible au radar, larguant des missiles sur les MiG sans méfiance. Cette théorie gagna du terrain, car elle expliquait pourquoi le pilote syrien ne l'avait jamais vu arriver. Il regardait les chasseurs F-15 en dessous, pas l'assassin au-dessus. La troisième théorie, et la plus dangereuse pour les personnes impliquées, était celle du sabotage. Les Syriens divulguaient les itinéraires de vol. Le représentant du KGB lors de la réunion déclara « Cette théorie a conduit à une purge brutale au sein du commandement syrien. Des officiers ont été interrogés. Les horaires de vol ont été modifiés à des intervalles aléatoires. Les conseillers soviétiques ont pris le contrôle total de la planification des missions. Ne faisant confiance à personne, ils décidèrent de mener une expérience contrôlée. Ils allaient envoyer un autre avion MiG-25, mais cette fois-ci, ils changeraient les variables. Ils voleraient de nuit. Ils modifieraient la fréquence des contre-mesures électroniques. Ils voleraient selon un profil qu'aucun espion ne pourrait prévoir. 2 semaines plus tard, le piège était tendu. Un seul appareil MiG-25 décolla de la base aérienne de Tass, sous le couvert de l'obscurité. Il monta rapidement jusqu'à 60 000 pieds, ses moteurs brillant comme des diamants bleus dans le ciel nocturne. Les conseillers soviétiques observaient les écrans radars retenant leur souffle. « Cible Alpha est en vol », murmura l'opérateur. « Vitesse indiquée, 2,4. » Ils attendaient la réaction israélienne. Sans espion pour les avertir, ils pensaient que les Israéliens seraient lents à réagir. La nuit cacherait sûrement la signature visuelle, mais la réponse fut immédiate. « Contact, 2 Bog montent du sud, chasseur F-15. » Les Soviétiques furent figés. Les F-15 étaient déjà en position. C'était comme s'ils attendaient dans l'ombre, moteur au ralenti, sachant exactement quand l'invité d'honneur arriverait. Cria le conseiller. Le MiG-25 activa son pod de brouillage embarqué, un dispositif conçu pour noyer le radar ennemi de bruit blanc. Sur l'écran, l'air aurait dû se remplir de statique, aveuglant les pilotes F-15. Mais les F-15 brûlèrent simplement cette interférence. Le ton de verrouillage cria à nouveau dans le casque du pilote syrien. Le fantôme était de retour. Le pilote syrien, se souvenant du sort de son camarade, paniqua. Il rompit le plan de vol. Il tira le manche à gauche et plongea, abandonnant la course à haute vitesse. Il s'enfuit dans l'espace aérien syrien, tremblant et vaincu. L'expérience était un échec. La théorie de l'espion était morte. Les Israéliens n'avaient pas besoin d'un espion. Ils avaient des yeux capables de voir dans le noir à travers le brouillage et à travers la terre elle-même. À Moscou, la confusion se transforma en terreur froide. Ils réalisèrent qu'ils menaient une guerre à l'aveugle. Les Américains utilisaient une technologie que les Soviétiques ne pouvaient même pas nommer. Était-ce un lien satellite? Un nouvel algorithme informatique? La légende de l'Aigle d'Or, l'avion F-15, commença à prendre des proportions mythiques. Les pilotes soviétiques murmuraient que l'ordinateur du F-15 pouvait prédire l'avenir. Ils disaient qu'il pouvait calculer la trajectoire d'un MiG avant même que le pilote ne bouge le manche. Le Kremlin exigea des réponses. Ils investirent des millions de roubles dans l'enquête. Ils modernisèrent le MiG-25 au standard MiG-25 PD, ajoutant un meilleur radar et des systèmes de recherche et de suivi infrarouge. Ils dirent à leurs pilotes, mais les ingénieurs savaient que c'était un mensonge. Ils n'avaient rien réparé parce qu'ils ne savaient pas ce qui était cassé. Ils posaient des pansements sur une blessure par balle. Et pendant que les Soviétiques chassaient des fantômes et cherchaient des espions inexistants à l'autre bout de l'océan, dans un immeuble banal en Californie, un groupe d'ingénieurs américains regardait les mêmes données. Mais eux, ils n'étaient pas confus. Ils célébraient. Ils savaient exactement pourquoi les Soviétiques étaient perplexes. Ils savaient pourquoi les tirs impossibles touchaient leur cible. Ce n'était pas de la magie. Ce n'était pas un super missile. C'était quelque chose de bien plus subtil.
quelque chose que les soviétiques avaient complètement négligé dans leur obsession de la vitesse brute et de la force brute. Les soviétiques cherchaient un marteau plus gros. Les Américains avaient apporté un fusil de précision. Le mystère allait bientôt se dénouer, mais pas avant que les soviétiques ne subissent un dernier coup humiliant qui les obligerait à affronter la réalité de l'ère du silicium. Tandis que le Kremlin était consumé par la paranoïa, à la recherche d'espions dans les recoins sombres de Damas, la véritable source de leur misère baignait dans le soleil lumineux et brumeux d'El Segundo, en Californie. Ici, à l'intérieur des laboratoires climatisés et immaculés de la compagnie Hughes Aircraft, il n'y avait ni généraux frénétiques, ni interrogatoires hurlants. Il y avait seulement le faible bourdonnement des ordinateurs centraux et le grattement des crayons sur le papier millimétré. Les hommes dans cette pièce portaient des chemises à manches courtes et des protège-poches. Ils n'étaient pas des guerriers, ils étaient mathématiciens et physiciens. Et ils avaient résolu l'énigme du MiG-25, non pas avec un moteur plus gros, mais avec un algorithme. Les soviétiques avaient passé la guerre froide obsédés par le matériel. Ils croyaient au tangible. Armure plus épaisse, canons de plus gros calibre et moteurs plus puissants. Leur philosophie était industrielle. Si vous voulez gagner, vous construisez un marteau plus gros. Le MiG-25 était l'expression ultime de cela. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie brute, un bloc d'acier propulsé à travers l'atmosphère par la violence pure de la combustion. Mais les Américains avaient réalisé quelque chose que les Soviétiques avaient manqué. Le futur du combat aérien ne dépendait pas de qui pouvait voler plus vite, mais de qui pouvait mieux voir. L'arme secrète détruisant l'armée de l'air soviétique n'était pas un avion fantôme ni un laser. C'était une boîte beige placée dans le nez du chasseur F-15. C'était le radar A divisé par APG-63. Pour comprendre pourquoi cette machine était si révolutionnaire et pourquoi elle déconcertait les soviétiques, il faut saisir le cauchemar des interférences au sol. Pendant des décennies, le radar avait un défaut fatal. Il fonctionnait en renvoyant les ondes radio sur des objets. Si un avion volait haut dans un ciel vide, le radar le voyait clairement. Mais si le radar regardait vers la Terre, les ondes radio se réfléchissaient sur tout. Montagnes, bâtiments, arbres, même les voitures en mouvement sur une autoroute. Le signal de retour était un chaos de bruit. Trouver un jet volant bas, ou même haut depuis une altitude plus basse, était comme chercher un flocon de neige spécifique dans une tempête de neige. Les soviétiques le savaient, c'était la base de leur survie. Ils enseignaient à leurs pilotes que la Terre était un bouclier. Si vous étiez suivis, vous plongiez. Vous mettiez la Terre bruyante et désordonnée derrière vous, et le radar ennemi était aveuglé par le désordre. Les ingénieurs de Hughes décidèrent d'enlever ce bouclier. Ils utilisèrent l'effet Doppler, le même principe physique qui fait qu'un sifflet de train semble plus aigu quand il approche et plus grave quand il s'éloigne. Ils réalisèrent que le sol bougeait à une vitesse spécifique par rapport à l'avion, mais un avion cible bougeait à une vitesse différente. Le APG-63 fut le premier système radar au monde à incorporer un processeur de signal programmable, un ordinateur spécialisé pour filtrer le monde. Il analysait des millions de retours radars rebondissant sur les montagnes et le sol et posait une simple question mathématique. Cet objet bouge-t-il à la vitesse de la Terre ? Si oui, l'ordinateur le supprimait. Il faisait cela des milliers de fois par seconde. Il nettoyait l'écran radar. Quand un pilote F-15 regardait son affichage, il ne voyait pas les montagnes, il ne voyait pas le bruit, il ne voyait que les cibles. C'était une capacité divine, la capacité de voir à travers le camouflage même de la planète. C'était la capacité. Cela signifiait que l'altitude n'importait plus. Un F-15 pouvait voler à 20 000 pieds, regarder un MiG-25 à 65 000 pieds, ou regarder en bas un MiG-21 frôlant les cimes des arbres, et l'ordinateur les suivrait tous deux avec une clarté parfaite. Mais voir la cible n'était que la moitié du problème. La toucher était l'autre. Cela conduisit au second secret américain, le calcul du tir instantané. Les soviétiques avaient raison sur la physique des missiles. La gravité est une dure maîtresse. Tirer un missile depuis 20 000 pieds sur une cible volant à 65 000 pieds est une bataille en montée. Le missile doit lutter contre la gravité à chaque pouce. Il brûle son carburant rapidement.
Lorsqu'il atteint l'air rare de la stratosphère, il devrait être épuisé, lent et facile à éviter. Mais l'ordinateur de contrôle de tir du F-15 modifia les calculs. Avant que le pilote ne tire, l'ordinateur simulait la trajectoire. Il calculait la vitesse du F-15, celle de la cible, la densité de l'air et le taux de combustion du missile Sparrow. Il indiquait précisément au pilote quand tirer pour maximiser l'énergie du missile. Ce n'était pas lancer une lance, c'était une ascension gérée, guidée par l'énergie. L'ordinateur dirigeait le missile pour grimper selon l'angle le plus efficace, préservant son énergie cinétique pour le virage mortel final. Les analystes soviétiques à Moscou cherchaient une explication matérielle, un moteur de fusée plus gros ou un nouveau carburant. Ils ne pouvaient en trouver aucune, parce que le matériel n'avait pas beaucoup changé. Le missile avait la même apparence. La différence était que le missile était désormais lancé avec la précision d'une trajectoire calculée par ordinateur. Cependant, la technologie est inutile sans la volonté de l'utiliser. Et c'est ici que la dernière pièce du puzzle se mit en place. Les Américains avaient construit l'épée, mais c'étaient les Israéliens qui l'avaient aiguisée. En 1976, les premiers chasseurs F-15 arrivèrent en Israël. Ils furent nommés base le Faucon. Les pilotes israéliens, vétérans de la guerre du Yom Kippour, ne se souciaient pas des limites de sécurité inscrites dans les manuels américains. Ils se battaient pour survivre. Ils prirent le radar APG-63 et le poussèrent au-delà de ses spécifications. Ils travaillèrent avec les représentants techniques américains pour modifier le logiciel. Ils voulaient savoir à quelle vitesse pouvait-il verrouiller, jusqu'à quelle altitude pouvait-il tirer. Pouvait-il tromper le système pour voir des cibles encore plus petites ? La collaboration fut intense et secrète. Les Israéliens réalisèrent que le MiG-25 n'était pas un guerrier. C'était un sprinter. Il avait un seul atout, la vitesse. Si vous essayiez de le poursuivre, vous perdiez. Si vous essayiez de le battre à la course, vous perdiez. Mais le F-15 n'avait pas besoin de courir. Il devait piéger. Les commandants israéliens, dirigés par le légendaire Eitan Ben-Eliaou, commencèrent à étudier les trajectoires de vol syriennes. Avec le détachement froid d'un prédateur observant une route migratoire, ils remarquèrent la routine. Le MiG-25 accélérerait, franchirait la frontière, déclencherait le bang supersonique, puis ferait demi-tour. Les Soviétiques comptaient sur l'écart d'énergie. Ils savaient qu'au moment où un intercepteur israélien décolle et grimpe, le MiG-25 aurait disparu. Alors, les Israéliens décidèrent de combler l'écart avant même que la course ne commence. Ils développèrent une tactique basée entièrement sur la capacité du APG-63 à voir sans être vu. Ils utiliseraient les angles morts du radar de défense soviétique au sol, précisément les failles que les Soviétiques pensaient protéger. Ils placeraient les chasseurs F-15 dans une salle d'attente céleste, patrouillant sous l'horizon radar du réseau d'alerte précoce syrien. Ils creusaient essentiellement un trou dans le ciel et s'y cachaient. Le plan était audacieux. Ils demandaient aux pilotes F-15 de voler avec discipline absolue. Ils devaient faire confiance à l'ordinateur. Ils devaient tirer leurs missiles sur une cible qu'ils ne pouvaient pas voir avec leurs yeux, en se basant sur un point vert sur un écran et un signal dans leur casque. Ils devaient croire que les calculs d'El Segundo tiendraient face à la force brute de l'acier soviétique. Au début de 1981, les pièces étaient en place. Les Américains avaient fourni la boîte magique capable de voir l'invisible. Les Israéliens avaient conçu l'embuscade parfaite. Les Soviétiques, quant à eux, amélioraient toujours leur brouilleur, pensant qu'ils menaient une guerre électronique du bruit. Ils ne réalisaient pas qu'ils combattaient une guerre numérique du silence. Ils amenaient un mégaphone à une partie d'échecs. La scène était prête pour la confrontation ultime. Les Soviétiques allaient envoyer leurs meilleurs avions, pilotés par leurs pilotes les plus disciplinés, dans un ciel qu'ils pensaient leur appartenir. Ils croyaient que la précédente destruction était un coup de chance, une anomalie statistique. Ils allaient apprendre que dans l'ère de la puce électronique, il n'y a pas d'anomalie. Il y a uniquement des calculs. Et le calcul pour le MiG-25 venait juste d'atteindre 0. Le piège était prêt. Les Israéliens étaient prêts à envoyer un message à Moscou qui résonnerait tout au long de la décennie.
À l'été 1981, la confusion au sein du commandement soviétique s'était transformée en un besoin désespéré de vérification. La perte de février était encore débattue. Était-ce un coup de chance? Un tir chanceux? Les conseillers soviétiques en Syrie devaient prouver que leur machine, le MiG-25, était toujours le roi de la stratosphère. Ils avaient besoin d'une victoire. Ils autorisèrent donc un contre-piège. Le plan était sophistiqué. Ils utiliseraient le MiG-25 non seulement comme coureur, mais aussi comme appât. Ils attireraient les chasseurs F-15 israéliens dans un corridor précis, les entraînant haut et vite, puis les prendraient en embuscade avec une seconde vague de MiG attaquant depuis un vecteur différent. Ils croyaient que s'ils forçaient le F-15 à combattre selon leurs conditions à haute altitude et grande vitesse, la technologie américaine échouerait. Ils croyaient toujours que l'engagement était un concours d'aérodynamique. Le 29 juillet 1981, le piège fut déclenché. Les contrôleurs radars syriens observaient le MiG-25 accélérer vers la frontière israélienne. Comme prévu, les chasseurs F-15 israéliens montèrent pour le rencontrer. La géométrie semblait parfaite pour les soviétiques. Les F-15 grimpaient raides, perdant de l'énergie. Le MiG-25 tonnait au-dessus à la vitesse Mach 2,4, sûr de sa supériorité cinétique. Maintenant, ordonna le conseiller soviétique. Mais l'embuscade n'eut jamais lieu car le piège avait été inversé. Les pilotes israéliens, lisant la situation sur leurs écrans numériques, ne jouèrent pas le jeu attendu par les soviétiques. Ils ne poursuivirent pas l'appât. Ils avaient déjà vu la seconde vague. Le radar APG-63 avait détecté le vol de l'embuscade bien avant qu'elle ne soit une menace, le filtrant du désordre du sol des montagnes. Les chasseurs F-15 ajustèrent simplement leur formation. Ils ignorèrent le leur et verrouillèrent les flanqueurs. Dans les cockpits syriens, les sirènes d'alerte retentirent à nouveau. Les pilotes, réalisant qu'ils avaient été repérés malgré leur positionnement tactique, paniquèrent. La formation se brisa. Dans le chaos, un autre missile Sparrow s'envola vers le haut. Il ne poursuivit pas le MiG-25. Il l'intercepta. Le missile calcula le point d'avance, vola là où le MiG serait et détonna. Une autre boule de feu dans le ciel. Un autre tir impossible. Cette fois cependant, il n'y avait pas de place pour le déni. Les données télémétriques récupérées de cet engagement étaient sans équivoque. Et à peu près à la même époque, les rapports de renseignement provenant des agents du KGB en Occident commencèrent à filtrer vers Moscou, confirmant les spécifications de l'aigle américain. Le rapport qui atterrit sur le bureau du maréchal Pavle Koutoakov, commandant en chef des forces aériennes soviétiques, fut dévastateur. Il contenait une phrase terrifiante, unique. Ce fut le moment de choc. Le silence dans la pièce n'était plus celui de la confusion, mais de la profonde réalisation. Les généraux soviétiques fixaient les diagrammes des modes Doppler d'impulsion radar APG-63. Ils prirent conscience que depuis les 10 dernières années, ils avaient construit une marine de navires de surface, alors que les Américains avaient inventé le sous-marin. Ils peuvent nous voir contre le sol, expliqua un ingénieur principal. La voie plate est vaincue. Le filtre anti-brouillage a disparu. La pénétration à basse altitude est un suicide. Le vol en haute altitude est un suicide. La Terre ne nous protège plus. L'horreur de cette prise de conscience ne saurait être surestimée. Toute la doctrine défensive soviétique protégeant la mère patrie des bombardiers nucléaires reposait sur l'idée qu'ils pouvaient se cacher dans le bruit radar. Leur doctrine offensive reposait sur des frappes à basse altitude pour passer sous le radar américain. L'ordinateur APG-63 avait rendu obsolète tout le manuel tactique soviétique en quelques lignes de code. La réaction fut une tentative frénétique et vaine d'adaptation. L'ordre fut donné. Améliorer tout. Les soviétiques accélérèrent la production du MiG-25PD, une variante avec un radar et un système de recherche et poursuite infrarouge amélioré, afin de donner à leurs pilotes un moyen de voir l'ennemi. Ils équipèrent les avions plus anciens de nouveaux récepteurs d'alerte. Ils modifièrent leur manuel d'entraînement, conseillant aux pilotes de voler de manière erratique pour perturber les filtres Doppler. Mais c'était comme essayer de réparer un cuirassé en train de sombrer avec du ruban adhésif. Les ingénieurs soviétiques savaient que pour construire un radar comme le APG-63, ils avaient besoin de microprocesseurs avancés.
Ils avaient besoin d'une production propre et rapide de puces en silicium. Ils avaient besoin d'une industrie informatique capable de rivaliser avec la Silicon Valley. Mais l'Union soviétique n'avait pas de Silicon Valley. Elle possédait une industrie lourde. Ils pouvaient couler le titane mieux que quiconque sur Terre, mais ils ne pouvaient pas graver une puce électronique pour sauver leur vie. Ils excellaient dans le matériel, mais étaient en retard de plusieurs décennies en logiciel. L'inutilité de leur réponse devint douloureusement claire dans les mois suivants. Les pilotes syriens volant sur les MiG améliorés constatèrent que les améliorations étaient marginales. Les chasseurs F-15 les détectaient toujours en premier. Les chasseurs F-15 tiraient toujours les premiers. Les soviétiques essayèrent de brouiller le radar F-15, l'inondant de bruit, mais le radar américain changeait simplement de fréquence, évitant le brouillage comme un boxeur esquivant un coup lent. En 1982, le verdict était rendu. L'avion MiG-25, le monstre terrifiant qui avait provoqué la panique en Occident dans les années 70, était pratiquement neutralisé. C'était toujours l'avion le plus rapide du monde, mais il volait aveugle dans un ciel plein de tireurs d'élite. Le piège tendu par les Israéliens n'était pas seulement une embuscade tactique dans le ciel. C'était une embuscade technologique qui avait piégé le complexe militaro-industriel soviétique dans une course qu'ils ne pouvaient pas gagner. Les soviétiques réalisèrent qu'ils ne pouvaient pas simplement construire un meilleur avion. Ils devaient reconstruire toute leur économie pour produire des ordinateurs, et ils n'avaient pas le temps. L'humiliation finale était encore à venir. Les soviétiques avaient vu tomber les arbres individuels, les tirs d'avions MiG-25, mais ils allaient voir toute la forêt brûler. Les Américains et les Israéliens avaient fini les essais. Ils étaient prêts à démontrer une domination totale. Si le tir d'avertissement de 1981 fut un avertissement, ce qui se passa en juin 1982 fut une exécution. L'événement est connu dans l'histoire sous le nom d'opération Cricket Taupe 19. Pour les pilotes de l'armée de l'air israélienne, ce fut un tir au pigeon. Pour les conseillers soviétiques au sol, ce fut les funérailles d'une époque. Le 9 juin 1982, les forces de défense israéliennes décidèrent de neutraliser une fois pour toutes les batteries syriennes de missiles sol-air dans la vallée de l'Ours. Ils lancèrent une frappe massive coordonnée. En réponse, l'armée de l'air syrienne mobilisa tout ce qu'elle avait. Elle envoya des chasseurs MiG-21, MiG-23 et le redouté MiG-25. Ce fut la plus grande bataille aérienne depuis la guerre de Corée. Les soviétiques attendaient un combat acharné. Ils espéraient un échange de pertes. Ils calculèrent que pour chaque 3 ou 4 avions syriens perdus, un avion israélien tomberait. C'était le taux d'attrition acceptable. Mais les chasseurs F-15 équipés du radar APG-63 et des nouvelles tactiques affinées durant la phase de mystère ne firent pas d'échange. Ils dominèrent. Le ciel au-dessus du Liban devint un champ de mort. Les chasseurs israéliens F-15 et F-16, guidés par l'AWACS Hawkeye et leurs propres ordinateurs embarqués, démantelèrent les formations syriennes avec une cruauté chirurgicale. Les pilotes syriens, aveuglés par le brouillage et volant sur des avions incapables de voir à travers le brouillard électronique, furent abattus avant même de se rendre compte qu'ils étaient en combat. À la fin du premier jour, les chiffres arrivaient à Moscou et ils rendaient physiquement malades les hommes qui les lisaient. 29 avions syriens abattus, 0 perte israélienne. À la fin de la campagne, le score était encore plus déséquilibré. 82 avions syriens détruits, 0 avion israélien perdu en combat aérien. 82 à 0. Cette statistique résonna dans les couloirs du Kremlin comme une explosion. Ce n'était pas qu'une défaite, c'était une démonstration d'obsolescence totale. Le commandant adjoint soviétique de la force aérienne vola en Syrie pour inspecter personnellement les dégâts. Il interrogea les pilotes. Il examina les bandes radars. Il cherchait une excuse. La lâcheté, la mauvaise maintenance, n'importe quoi pour expliquer les chiffres. Il n'en trouva aucune. Il trouva seulement la terrifiante prise de conscience que l'écart technologique n'était plus un écart. C'était un mur. La statistique assassine de 82 à 0 signalait la fin de la croyance soviétique en la quantité plutôt qu'en la qualité. Pendant des décennies, la philosophie soviétique avait été qu'un char était un char et un avion un avion. Si on en avait plus, on gagnait.
Mais l'avion F-15 prouva qu'un avion avec un ordinateur valait 20 avions sans. Cette prise de conscience se propagea du militaire au politique, brisant la confiance de la direction soviétique. Si leur meilleure technologie de défense aérienne, la même technologie protégeant Moscou, pouvait être démontée aussi facilement par l'électronique américaine, alors leur dissuasion nucléaire était vulnérable. Si les Américains pouvaient voir un avion MiG-25 contre le sol, ils pouvaient voir un missile de croisière. Ils pouvaient voir un bombardier. Le général Nikolaï Ogohakov, chef d'état-major, regarda les données de la vallée Bar et fit une prédiction glaçante au bureau politique. Il avertit que les armes non nucléaires basées sur de nouveaux principes physiques, l'électronique et l'information, étaient devenues aussi décisives que les armes nucléaires. Il comprit que l'ère de l'information était arrivée et que l'Union soviétique, un empire bâti sur l'acier et le charbon, n'était pas invitée. L'héritage de l'avion MiG-25 est tragique. Ce fut une machine magnifique, un triomphe d'ingénierie aéronautique. Il détient des records de vitesse qui tiennent toujours aujourd'hui. Il força les Américains à construire l'avion F-15 en premier lieu. Mais c'était un dinosaure. C'était l'expression ultime de l'ère industrielle essayant de combattre l'ère numérique. C'était un chevalier en armure lourde chargeant dans un champ de mitrailleuses. L'Eagle F-15, en revanche, devint le roi incontesté des cieux. Son palmarès en combat aérien est de 104 victoires pour 0 perte. Il n'a jamais perdu un combat aérien, pas une seule fois. Le mystère qui déconcertait les conseillers soviétiques en 1981, le fantôme qui pouvait voir à travers les montagnes, devint la norme pour tous les avions de chasse modernes qui suivirent. Le piège tendu par les Israéliens ne consiste pas seulement à abattre un avion. Il s'agissait d'exposer un mensonge. Le mensonge était que l'Union soviétique était un bastion technologique de l'Ouest. Quand la fumée s'éleva sur la vallée Béa, le monde vit la vérité. L'Occident avait évolué vers le silicium, les logiciels et les capteurs. L'Est était toujours bloqué à l'époque des rivets de la poussée brute. Aujourd'hui, les épaves rouillées des vieux MiG-25 reposent dans des musées ou des cimetières d'avions, leur peau en acier inoxydable ternie et froide. Ils sont des monuments à un type de peur spécifique, la peur de la vitesse, la peur de l'inconnu. Mais le véritable tournant de la guerre froide ne fut pas la chute du mur de Berlin en 1989. Il se produisit 8 ans plus tôt dans le cockpit d'un avion syrien, lorsqu'un pilote entendit un son qu'il ne pouvait expliquer et sentit un missile qu'il ne vit jamais. Il se produisit lorsqu'un conseiller soviétique fixa un écran radar vert et réalisa que le point avait disparu, non pas à cause de la magie, mais parce que les Américains avaient appris à un ordinateur à mieux voir le monde que l'œil humain ne l'aurait jamais pu. Le mystère était résolu. Le fantôme n'était pas un fantôme, c'était l'avenir.